Bon, donc je vais vous présenter donc, ma thèse de médecine qui consiste à explorer un petit peu comment initier un suivi psychiatrique chez les jeunes isolés étrangers, donc qui comportera deux parties. D'abord explorer à travers la littérature le thème général de la santé mentale chez ces jeunes isolés étrangers et ensuite l'apport d'une recherche qualitative à la compréhension plus spécifique donc, de la place des soins chez ces jeunes. D'abord, juste quelques généralités pour vous rappeler un petit peu qui sont ces jeunes isolés étrangers. D'abord, ce n'est pas une définition qui est clinique, c'est une définition juridique et qui n'admet pas encore de définition stable dans le droit français. Et d'ailleurs, ce terme de mineur isolé étranger est un terme francophone, puisque dans la littérature anglo-saxonne, en fait, on parle de jeunes non accompagnés, unaccompagned minors, qui sont définis par le Haut Commissariat aux réfugiés comme étant des jeunes de moins de 18 ans, séparés de leurs parents et qui ne sont pas pris en charge par des adultes qui en ont la responsabilité de le faire par la loi ou la coutume. Donc l'arrivée de jeunes isolés étrangers sur le territoire français n'est pas un phénomène qui est nouveau, puisque dès les années 80, il y avait déjà des jeunes yougoslaves qui sont arrivés en France. Et aujourd'hui, on va dire que l'origine de ces jeunes fluctue en fonction des conflits interethniques, des catastrophes climatiques. Et aujourd'hui, on retrouve des Maliens, Syriens, Afghans, Roumains, Maghrébins ou Somaliens. Et alors au départ, sur le territoire français, ils se sont concentrés massivement en Seine-Saint-Denis, dans le 93, et donc les structures d'accueil se sont vite vues un petit peu dépassées, et c'est la loi Taubira en mai 2013 qui a donc stipulé leur répartition sur l'ensemble du territoire français pour désengorger un petit peu les structures chargées de les prendre en charge en Seine-Saint-Denis. C'est une sociologue, en fait, Etiamble, qui a dressé un petit peu des profils de ces jeunes selon leurs motifs de départ. Alors on retrouve par exemple les exilés qui peuvent fuir un pays en guerre, des conflits ethniques. Il y a les mandatés qui sont envoyés par leur famille avec une injonction un petit peu de réussite au pays, ou les errants et les fugueurs également par exemple. Alors cette classification a ses limites, comme toute logique un petit peu classificatoire qui viendrait à essentialiser un petit peu le jeune dans une catégorie précise, parce qu'il faut quand même se souvenir que la migration, c'est un acte complexe aux déterminations qui sont multiples. Et aussi, ces catégories, on l'a vu avec les jeunes rencontrés lors de la recherche, ce sont des catégories qui ne sont pas exclusives et qui peuvent se chevaucher. On peut être, par exemple, rejoindre un proche déjà dans un pays qui a émigré et mandaté, par exemple. Alors là, c'est un petit schéma pour vous montrer un petit peu le parcours assez complexe auquel vont faire face les jeunes isolés étrangers quand ils arrivent donc, sur le territoire français. Et dès leur arrivée, en fait, ils se confrontent à des logiques qui sont un petit peu paradoxales et qui vont elles-mêmes rentrer en confrontation. Par exemple, c'est la perspective légale, donc, où on va être chargé d'évaluer l'âge et l'isolement, le caractère isolé du mineur. Et ces jeunes sont alors soumis à ce que Bricot appelait l'épreuve du soupçon. C'est-à-dire que leurs récits sont un petit peu soupçonnés d'être appris, récités pour avoir des papiers, une demande d'asile. Et ça pose le problème quand même des tests osseux qui se sont révélés quand même pas fiables, et la communauté médicale internationale l'a démontré. Et c'est opposé donc à la réalisation de ces tests pour déterminer l'âge et la majorité ou la minorité. Donc cette logique légale, elle va venir se confronter à une perspective sociale qui, elle, va plutôt se focaliser sur l'intérêt supérieur des droits de l'enfant et la présomption de minorité. Et également, donc, cette perspective légale va venir se confronter à une perspective psychologique, puisqu'on voit que cette épreuve un petit peu du soupçon et les récits auxquels ils sont un petit peu soumis, une injonction de raconter leur histoire, un interrogatoire très poussé sur leurs événements, leur passé, peut être très compliqué lorsqu'on est plutôt fragilisé psychologiquement par la migration, à la fois par la phase pré-migratoire, où on peut avoir subi déjà des événements traumatiques au pays, également pendant la phase per-migratoire, où on sait maintenant, avec les événements internationaux récents, qui peuvent voyager parfois au péril de leur vie, et également donc, en phase post-migratoire, avec toute la difficulté que comporte d'arriver seul et de découvrir un nouveau monde, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Alors pour explorer un petit peu le thème un peu large de leur santé mentale, puisqu'on peut se dire si tous ces jeunes arrivent un petit peu fragilisés par l'épreuve de la migration, est-ce qu'ils nécessitent tous des soins psychiques?
C'est un petit peu ce que j'ai essayé de regarder en faisant une revue de la littérature sur un peu la méthode d'une scoping review sur un thème, donc la santé mentale et les mineurs isolés étrangers. Donc cette revue de la littérature fait émerger un petit peu 5 grands thèmes. Donc on voit déjà premièrement que les troubles psychiatriques chez ces jeunes sont assez fréquents, avec une fréquence qui varie de 25 à 30%, qui retrouvent plutôt des troubles de nature état de stress post-traumatique, troubles anxieux, troubles dépressifs, quelques troubles psychotiques, et que ces troubles sont variables avec le sexe, la nature et bien sûr la fréquence des événements traumatiques rencontrés ou encore le temps passé dans le pays d'accueil. Certaines études se sont penchées à essayer d'explorer un petit peu les stratégies de coping et le développement d'une résilience et surtout qu'est-ce qui pouvait favoriser cette résilience. Alors notamment on retrouve le maintien, l'importance du maintien d'une continuité entre ce qui se passait au pays et ce qui peut se faire au pays d'accueil. Donc maintien de cette continuité favorisé par le maintien des croyances religieuses par exemple, ou encore de favoriser les liens avec les pairs, soit les pairs qui sont restés au pays, soit les pairs aussi du pays d'accueil, ainsi qu'un apprentissage plutôt progressif des nouveaux codes culturels et non pas une injonction comme ça d'apprentissage rapide, notamment de la langue, mais on sait que ça peut poser des difficultés lorsqu'ils arrivent assez tardivement à l'approche de leur majorité, par exemple. Et c'est Cécile Rousseau qui a montré que ces stratégies de coping et le développement de la résilience pouvaient être parfois quand même très culturellement codées. D'autres auteurs se sont attachés à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en était de la représentation des soins chez ces jeunes. Alors évidemment, on pouvait s'y attendre, les concepts de maladies psychiatriques et de maladies mentales sont des concepts qui sont peu connus de ces jeunes et qui restent quand même très culturellement déterminés. Il rapportait quand même globalement une bonne expérience générale des services de soins et malgré une méfiance envers les médecins, ils acceptaient quand même les traitements mais sans toujours en comprendre vraiment la nécessité. Et ce qui les laissait un peu en dehors des soins et exclus, c'était la barrière de la langue et une inadéquation des compétences culturelles des soignants qui les prenaient en charge. Un autre aspect intéressant, c'est de voir comment les mesures sociales et judiciaires peuvent impacter un petit peu sur la psychopathologie de ces jeunes, et notamment des études qui ont montré que les jeunes qui étaient placés en centre de rétention administrative, bien que ce soit interdit pour des mineurs, eh bien ces jeunes-là montraient plus de troubles anxieux et de troubles du comportement que d'autres jeunes isolés étrangers qui n'étaient pas placés en centre de rétention administrative. Et également tout ce qu'on peut appeler les facteurs de stress socio-quotidien, c'est-à-dire par exemple la recherche d'un hébergement qui est toujours un peu précaire et pas pérenne, sont des facteurs un peu de chronicisation et d'aggravation de troubles déjà installés. A l'inverse, une scolarisation précoce et l'instauration d'un lieu de vie pérenne peuvent avoir des bénéfices psychiques, ainsi que le fait de maintenir et de créer des nouveaux liens sociaux au pays d'accueil. Et un dernier point qui est l'importance d'une approche transculturelle lorsque l'on prend en charge ces jeunes. On rappelle quand même les recommandations du Conseil de l'Europe qui recommandent l'intervention d'un interprète médiateur lorsque l'on évalue cliniquement un jeune en situation transculturelle, parce que l'on sait combien les évaluations psychopathologiques dans un cadre transculturel, il y a des grands risques de mise diagnostique, par exemple de confondre des tableaux hallucinatoires, de PTSD, de tableaux psychotiques avec une clinique de possession, par exemple. Et dans les études retrouvées, en fait, seulement 2 échelles d'évaluation ont été validées, on va dire sur un plan transculturel. C'était l'échelle d'anxiété et de dépression et l'échelle de réaction traumatique au stress. Alors maintenant, la RATS, ouais. Et maintenant, donc, c'est au sein de la recherche-action donc sur les compétences transculturelles des intervenants qui visaient un peu à comprendre comment construire un récit de vie partagé pouvait participer à un processus d'amélioration des pratiques éducatives chez les mineurs isolés étrangers que vient s'inscrire donc ma recherche plus spécifique sur la compréhension des soins psychiatriques de ces jeunes. Alors l'étude globale avait plusieurs objectifs généraux, c'était notamment essayer de comprendre un peu les processus de changement de la relation entre le jeune et son éducateur, l'expérimentation d'un protocole expérimental original, avec notamment la méthode des 3 objets au second entretien que je détaillerai un peu tout à l'heure, le circle test, et permettait aussi de comprendre un petit peu le parcours de ces jeunes et leurs besoins spécifiques, et notamment leurs besoins en termes de soins psychiques.
Alors les participants de l'étude étaient tous âgés entre 11 et 21 ans et avaient accepté d'y participer. Ils ne devaient pas présenter de pathologie psychiatrique aiguë décompensée qui aurait rendu nécessaires les soins prioritaires à la recherche. Le recueil des données s'est fait au cours de 3 entretiens de recherche qui étaient idéalement espacés d'1 mois et qui réunissaient à chaque fois un interprète médiateur. On essayait là encore que ce soit le même interprète pour chaque entretien, le jeune et son éducateur et une équipe de chercheurs qui posaient donc des questions semi-structurées, réunies dans un guide de recherche. La méthode d'exploration des entretiens donc, a été qualitative selon la méthode interprétative phénoménologie analysis donc, développée par Smith et j'ai réalisé donc, une analyse transversale et longitudinale. Et donc sur les 24 participants donc, inclus dans l'étude, 8 jeunes ont présenté des troubles psychiatriques 1 an avant la recherche ou pendant, ce qui nous ramène à une fréquence à peu près similaire à celle retrouvée dans la revue de la littérature. Il y avait seulement une fille, ils étaient tous âgés entre 16 et 18 ans, ils avaient des parcours et des profils assez différents et étaient assez représentatifs de la population jeunes isolés étrangers, on va dire du bassin parisien, pas des jeunes isolés étrangers en général. C'est 7 pour 1 le ratio c'est ça, des garçons ouais, par rapport aux filles. Et ils ont présenté majoritairement des états de stress post-traumatique, des troubles anxieux dépressifs, des addictions. Et il y a un jeune qui a fait une bouffée délirante aiguë donc au cours même de la recherche qui a nécessité donc de l'interrompre et de l'orienter vers des soins. Et tous les participants donc, ont bénéficié de soins psychiatriques à l'issue de la recherche. Alors là, c'est un tableau qui vous montre un petit peu justement le profil un petit peu différent des jeunes, où on retrouve des aspirants, des mandatés, des exilés et également des origines géographiques différentes. Beaucoup quand même viennent du Maghreb, mais on a aussi des patients du Guinée-Conakry, du Bangladesh et aussi de Côte d'Ivoire. Et donc dans les analyses transversales, j'ai d'abord donc lu plusieurs fois les entretiens jusqu'à relever beaucoup de sous-thèmes et après, une fois que j'étais arrivée à saturation, j'ai essayé de les classer donc dans des métathèmes qui sont ressortis ici. Donc il y a 3 grands métathèmes qui sont l'amorce d'un suivi, les modalités du suivi et les buts du suivi. Donc dans chaque thème, il y a plusieurs sous-thèmes. Donc dans l'amorce du suivi, on voit notamment combien donc, les démarches administratives interfèrent avec la prise en charge psychologique et la souffrance psychique, qui peuvent parfois même être au premier plan et très envahissantes. C'est toujours la question des papiers, des contrats jeunes majeurs qui peuvent prédominer pendant les entretiens. Donc on voit combien ce suivi psychopathologique, s'il s'instaure, ce sera vraiment en parallèle et en extrême intrication d'une prise en charge sociale très soutenue. Et on a pu voir combien justement l'éducateur pouvait jouer un peu un rôle pivot dans cette prise en charge et peut-être même être la première personne qui peut, disons, poser la question d'une prise en charge psychiatrique. Et l'éducateur faisait vraiment un petit peu ce rôle, ce qu'on peut dire en reprenant les théories de Winnicott, de mère suffisamment bonne qui allait vraiment présenter un petit peu le monde à petite dose aux jeunes et qui était parfois même le premier confident vers qui le jeune allait et appelait pour parler de ses souffrances psychiques, de ses problèmes d'addiction, des difficultés rencontrées. Donc on pense que l'éducateur peut jouer un rôle clé dans l'instauration de ce suivi. Parallèlement, on voit que c'est des jeunes qui ont déjà donc beaucoup de prise en charge sociale, scolaire, et qui, malgré tout, aiment à montrer qu'ils restent autonomes et qu'ils peuvent faire des choses tout seuls, qui peuvent être peut-être, dans ces cas-là, s'approprier aussi cette demande de soins et qu'ils en fassent la demande une fois qu'elle leur est potentiellement suggérée. Donc le deuxième thème qui concerne les modalités du suivi. Donc déjà, dans un premier temps, c'est un suivi qui va se faire dans un contexte assez traumatique. On a vu que c'était des jeunes qui avaient un parcours quand même émaillé de ruptures et de rencontres avec des événements potentiellement traumatiques, qui vont les soumettre donc à une grande vulnérabilité à la fois somatique et à la fois psychique qui peut mettre à mal quand même la qualité de leur lien d'attachement. Et on peut se demander ce qu'il va en être alors de l'instauration d'une alliance et d'une confiance dans le lien thérapeutique. Et pourtant, on voit qu'ils arrivent très bien à installer cette confiance et cette alliance, par exemple, avec leur éducateur.
Et là, on a vu l'importance du dispositif de recherche, donc dispositif groupal, également transculturel, où lors du second entretien, on leur demandait d'amener donc 3 objets, un qui représentait le passé, un qui représentait le présent, un qui représentait le futur, et ils étaient amenés à se raconter à travers ces objets avec l'aide d'un interprète médiateur. Et on a vu que les jeunes, même s'ils parlaient bien le français, pour parler de leur histoire et de leur passé, passaient systématiquement par leur langue maternelle. Et c'est vraiment sur le dispositif de recherche qu'a été un peu calqué donc les dispositifs de soins qui ont accueilli les jeunes après la recherche. Et on retrouve également cette notion de dette symbolique où les jeunes, à la fin de la recherche, ont vraiment tenu vraiment à nous rendre quelque chose. Parfois, ils nous amenaient des plats de chez eux, des choses de chez eux. Ils tenaient vraiment à aider les autres. Et comme ils disaient vraiment, si je peux aider les autres à travers cette recherche, c'est vraiment important. Et donc le dernier thème qui concerne les buts du suivi. Donc on peut penser que vraiment ces jeunes, il serait important de rétablir une continuité temporelle et spatiale entre ici et là-bas. Et c'est Sévan Minassian qui avait montré dans sa thèse que dans la population des jeunes isolés étrangers, ceux qui souffrent de soins psychiatriques ont beaucoup plus de mal comme ça à faire un petit peu une continuité entre le passé, le présent et le futur, et qui ont une représentation un petit peu du temps très désorganisée et assez déstructurée. Et après avoir établi cette continuité, donc à la fois temporelle et spatiale, l'espace de consultation pourrait vraiment jouer le rôle de support à un récit de soi, au rétablissement d'une narrativité qui est souvent quand même mutilée par le traumatisme et les différents événements traumatiques. Récit de soi qui va permettre au fil des consultations de pouvoir co-construire une identité métissée et au cours desquelles il faudra essayer de souligner quand même les ressources du jeune, car on voit que ce n'est quand même pas n'importe quel jeune qui partent de ces différents pays, et on peut retrouver certains jeunes qu'on pourrait dire singuliers, qui avaient déjà beaucoup de capacités et de grandes ressources là-bas, et qui étaient vraiment considérés par leur famille comme vraiment des jeunes différents. Donc ce travail comporte plusieurs limites, notamment le contenu des questionnaires en fait, qui ont été élaborés donc, avant que je fasse ma recherche, et qui ne contient pas de questions spécifiques relatives aux soins psychiatriques. L'idée, à travers la recherche, c'était que ça émerge, voir si ça émergeait spontanément au cours des entretiens, mais il n'y a pas eu de questions spécifiques qui étaient relatives aux soins psychiatriques, soit à leur expérience de la maladie, soit à leur expérience des soins qu'ils ont eux-mêmes connus. Et ce sont des résultats quand même qui nécessitent d'être répliqués pour être généralisés à l'ensemble de la population des jeunes isolés étrangers. Donc en conclusion, la prise en charge et la place des soins psychiques chez ces jeunes comporte quand même 3 enjeux. Le premier, qui est un enjeu quand même éthique, qui est d'essayer quand même de s'ouvrir à ce que Madame Moreau appelait l'altérité en soi, et une éthique également de l'accueil et du soin. Cette éthique va nous permettre de penser une véritable disciplinarité transculturelle afin de pouvoir aménager des dispositifs de soins, mais également des dispositifs d'accueil. C'est peut-être aussi également aux éducateurs, grâce à l'amélioration et à la facilitation de leurs compétences transculturelles, qui vont pouvoir peut-être aider le jeune au quotidien et éviter, peut-être dans les dispositifs très très primaires d'accueil où ils arrivent sur le territoire, que ces personnes soient formées à cette clinique transculturelle, afin peut-être de ne pas rajouter des événements potentiellement traumatiques, comme par exemple cette fameuse épreuve du soupçon. Voilà. Merci à vous. C'est ta présentation de thèse ? Ouais. J'avais un peu mieux répété pour la présentation. En pensant que tu l'as répété, que tu l'as maîtrise. Voilà, c'était un peu. C'est très bien. Merci. Michel. Alors peut-être une petite question, oui, tu parlais du cycle test à un moment donné dans la partie méthodologie que tu avais développé ultérieurement. Et je ne l'ai pas développé. Oui, en fait, c'était Sévan c'était sa partie à lui. En fait, il avait fait passer des épreuves de circle test au premier entretien et au dernier entretien. Et il demandait aux jeunes de dessiner 3 cercles, donc un qui représentait le passé, un qui représentait le présent et un qui représentait le futur.
Il a fait ça au premier entretien et au dernier entretien. Et il a analysé donc, à la fois les circle tests et le discours des jeunes rapportés au circle test et pour voir un peu l'évolution au cours des entretiens de recherche. Et il a montré que les jeunes qui avaient donc, des troubles psychiatriques avaient une représentation du temps beaucoup plus fragmentée, discontinue et un peu désorganisée par rapport aux autres. D'accord. Voilà. C'est un outil qui est vachement intéressant. Concernant la construction du questionnaire, finalement, comment est-ce que, parce que tu disais que finalement les questions ont été réfléchies en amont et que finalement tu pensais qu'ils étaient trop précis ou trop spécifiques par rapport au sujet que tu voulais étudier, analyser et comprendre. En fait, non, c'est juste que moi, j'ai pas du tout réalisé de questionnaire spécifique justement sur la souffrance psychique, sur leur expérience à la fois de ce qui se passe au pays, peut-être s'ils ont déjà rencontré des psychologues dans leur structure. Parce que finalement, tes entretiens, tu les as menés, enfin, quels étaient les questions? J'ai fait les entretiens de la recherche classique en fait. Et après, j'ai essayé de voir si, dans ceux qui ont présenté, qui avaient présenté des troubles psychiatriques, s'il y avait des choses spécifiques qui émergeaient. En fait, j'ai fait les entretiens de recherche qui ont été faits pour tous les jeunes isolés étrangers qui aient présenté des troubles psychiatriques ou pas. Mais justement, les entretiens, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces entretiens un peu classiques? Le premier entretien, c'est plus un entretien un petit peu de contact où on demande à l'éducateur pourquoi il amène cette situation, qu'est-ce qui l'a amené à faire que ce soit ce jeune-là, des questions un petit peu aussi pour le jeune. Le deuxième entretien, c'est plus spécifiquement un entretien centré sur le jeune et son histoire, avec les 3 objets, un qui représente le passé, un qui représente le présent, un qui représente le futur. On lui demande à la fin du premier entretien de les rapporter au second entretien. Et là, c'est plus des questions plus spécifiques sur le jeune, son histoire. Et après, au troisième entretien, on fait un petit peu une synthèse de est-ce que ça vous a aidé, le dispositif de recherche, et si oui, comment, est-ce qu'il reste des choses à développer, est-ce que le lien a changé entre le jeune et son éducateur, et si l'éducateur a eu l'impression d'apprendre des choses sur le jeune au cours de la recherche, comment s'est senti le jeune, est-ce que ça l'a aidé ou pas. Donc c'était plus des questions vraiment sur l'objectif un peu principal qui était de comprendre un petit peu la relation entre le jeune et l'éducateur et comment la faciliter en développant un peu des compétences transculturelles chez les éducateurs. Et finalement, j'imagine alors que c'est sur ce troisième entretien, parce que quand j'étais assez surpris, étonné de tes résultats et notamment de tes métathèmes, le but du suivi, par exemple, comme métathème, c'était finalement celui qui était, j'imagine, qui émergé à partir du dernier entretien. C'est ça, oui, quand on leur proposait souvent, parce que ça émergeait en fait assez spontanément dans les différents entretiens où l'éducateur pouvait dire que le jeune était en souffrance ou même que le jeune le disait lui-même qu'il y avait des problèmes d'addiction, que c'était compliqué. Et donc c'était vraiment à la fin du troisième entretien que souvent était proposé un suivi à l'issue de la recherche en fait, qui était posé et travailler cette question. Et il y a un résultat qui t'a surpris, qui t'a un peu étonné, s'il y en avait un à retenir finalement, un des plus marquants de ton travail, ça serait lequel? Moi, je pense qu'il y a surtout quand même le rôle assez important de l'éducateur, ou même on pourrait presque se dire, mais est-ce qu'il ne devrait pas venir en entretien, un peu comme on reçoit les parents d'un jeune finalement, où c'est vraiment lui qui a un espèce de rôle un peu pivot entre toutes les différentes démarches. Je me dis, peut-être ça peut un peu changer notre dispositif classique quand on reçoit des jeunes, même de l'ASE, on va dire, entre guillemets, qui ne sont pas isolés étrangers. Bon, les éducateurs, on les met un petit peu à côté de la prise en charge. Et là, est-ce que peut-être ce ne serait pas un soutien à un moment donné en entretien? C'était un peu le résultat. Oui, la place de l'éducateur. Non, mais c'est vraiment c'est super intéressant. Et peut-être de se ressaisir, de la méthode des objets, même en entretien, en fait, finalement, aussi. Vous avez été, parce qu'on se posait la question avant, vous avez triangulé, c'est-à-dire dans l'analyse des résultats, vous avez pu finalement être à plusieurs à regarder ces verbatims, ou
Ramet qui m'a aidé un petit peu, et puis Jonathan aussi qui a relu mes thèmes. Tu sais, c'est une grosse recherche. On est. Super, ouais. Comme ça. Ouais. Ah oui, je me rends compte, c'est du boulot tout ça. Ah oui, moi c'est vraiment une petite partie dans un grand. Un branche. Il y a plein d'axes différents, c'est vraiment un petit truc. D'ailleurs, Sévan va venir l'année prochaine. Il m'avait dit que c'était compliqué cette année, comme il prenait son poste, mais il va venir en parler aussi. Lui, sa partie, c'était sur le circle test. Le circle test, oui. Il a vachement bossé dessus, c'est aussi C'est un gros, ouais. Et puis, qui c'est qui s'intéresse spécifiquement aux objets? Aux objets, c'est moi, du coup, mais pour le master. Voilà. Moi, du coup, je vais me focaliser sur un autre axe de recherche, sur le deuxième entretien, et voir comment, justement, l'utilisation de ces 3 objets, comment ça a un peu facilité un peu la narrativité, le récit de soi chez les jeunes, et comment tout ça s'est un petit peu construit. Donc, tu vas bientôt le rendre, alors? Je ne sais pas si ce sera pour juin, mais j'essaye. Donc, tu vas venir l'année prochaine nous présenter. Voilà. Parce que là, pour le coup, sur le plan méthodologique, c'est hyper intéressant, les 3 objets. Oui, parce que là, il y a plein de... Parce que là, du coup, je fais à la fois sur un peu d'IPA, un peu de thème, mais moins poussé. Je fais plutôt une analyse narrative, là, pour le coup. Il y a vraiment comment... Et il s'agit là vraiment de la créativité au sein de l'étude, de la recherche qualitative, ou vous êtes inspiré finalement d'un modèle qui avait déjà recours à ces 3 objets? Non, les 3 objets. En fait, les 3 objets, moi, ça m'évoquait un tout petit peu les techniques de débriefing. Je sais qu'ils fonctionnent un tout petit peu sur ce principe-là, mais enfin pas autour d'objets, mais autour d'événements, enfin l'avant, pendant et après. Non, là, c'est vraiment des objets spécifiques un petit peu aux jeunes. C'est pas... Oui, j'ai bien compris. Mais du coup, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler par ailleurs et que vous avez... Je crois que c'est population, c'est vous qui l'avez. C'est un peu Cécile Rousseau qui avait soufflé l'idée, je crois, à Ramet je sais pas si tu connais Cécile et Fatima. Maintenant un peu mieux. mais voilà, on s'était dit que... Personnellement, non, mais tu la connais ou pas du tout? Parce que quand tu parles de Cécile Rousseau, mais si tu sais pas qui c'est... C'est une professeure de McGill. Non, dans la présentation, tu la cites. Donc, oui, voilà, c'est une professeure. Non, personnellement, je ne la connais pas. Non, moi non plus, mais je... Elle est venue? Oui, elle est venue nous faire cours au master. Effectivement, c'est une PU du Canada, McGill, qui bosse énormément sur les migrants et qui publie sur le transculturel, on va dire. Et c'est une de celles qui publie le plus en anglais dans les revues cotées sur cette problématique-là. Elle ne dirige pas, elle ne dirige pas aussi une revue? Ou c'est plutôt... Elle fait de tout, elle fait beaucoup de quanti, beaucoup de quali, elle dirige 200 chercheurs, j'exagère un peu, mais c'est un peu la Bruno Palissard du Canada. Sur cette question spécifique, ils ont vachement de moyens, et à chaque fois qu'elle vient, elle a plein d'idées. Ouais, c'était un peu l'idée de passer un peu par le jeu ou un peu la métaphore et de ne pas reposer des questions très spécifiques et les soumettre encore à un interrogatoire, comme c'était au pays. Enfin, vraiment passer plus par les objets. Mais je sais qu'il y a une méthode qui est utilisée, alors je sais plus, ça s'appelle les Talking Stones, j'avais regardé ça. Et en fait, ils demandent, oui, pareil pour les réfugiés, c'est pas spécifique aux mineurs isolés étrangers, mais ils faisaient ça pour les réfugiés, en Angleterre, je crois. Ils demandaient pareil, ils devaient choisir un peu, mais là, c'était les chercheurs qui amenaient différentes pierres, et c'était le jeune qui choisissait pendant l'entretien 3 pierres, une qui représentait justement le passé avant d'arriver, une qui représentait donc là comment ils étaient une fois qu'ils étaient au pays, et une 3e pierre sur comment ils se projettent après. Mais c'est pas vraiment la même chose. Un petit peu plus, parce que en fait, dans les psychothérapies qui sont faites dans des camps de réfugiés, je sais qu'il arrive que des équipes, alors c'est essentiellement des équipes anglo-saxonnes, qui ont lancé une psychothérapie qui est dérivée des thérapies cognitivo-comportementales et qui consiste justement en la construction d'un récit à travers les petites pierres qu'on pose les unes après les autres. Et puis on essaie de reconstruire comme ça une sorte de ligne de vie. Je ne sais pas si
Si, c'est un peu ça, oui, je crois que c'est... Oui, c'est ça, c'est les Talking Stones, en fait. C'est un nom particulier. Ouais, c'est un nom particulier, il y a un narratif dessus, alors c'est pas si pas bon, je sais plus. Mais c'est un peu, oui, c'est un peu le même principe. Non, mais ça m'intéresse. Je regarderai, j'ai le... Je sais plus où je l'ai, mais je l'ai. Je pourrais vous retrouver la référence dans mon ordinateur. Je dois avoir la référence et même le petit livre d'acheteur en PDF qui présente en fait cette technique. Je trouve ça assez intéressant. Parce qu'il y a une psychologue qui s'appelle Capucine de Fouchier qui avait travaillé avec Louis Gell, qui avait dirigé sa thèse de psycho, et où il me semble où elle avait travaillé sur la torture, et maintenant elle travaille au Cameroun. En tout cas, la dernière fois que j'ai discuté avec elle, elle travaillait au Cameroun, et ils utilisaient justement le principe de cette petite pierre comme ça. Ouais, c'est la seule chose que j'ai retrouvée un peu. Mais en tout cas, c'est intéressant de l'utiliser dans la recherche canine. Ouais. Et finalement, ils n'amènent pas toujours des objets, ça peut être des objets symboliques. Ils peuvent juste y penser, ça peut être une image, une chanson, c'est pas forcément un objet matériel. Ça peut être un souvenir. On le fait aussi dans Suicide, on a piqué l'idée, mais c'était un objet qui représentait le passage à l'acte. Et les ados français, ils amenaient très peu d'objets. Ils amenaient certains des chansons, certains des textes. Et sinon, c'était pas énormément. Ils ne se saisissaient pas forcément du côté matériel. Les ados français, parce que les ados ailleurs Là, en l'occurrence, c'était des mineurs étrangers. Donc, oui, d'accord. Ça avait mieux fonctionné que nous. Ouais, la plupart ont apporté quand même des objets matériels. Il y avait quelques chansons aussi, mais... Et certains aussi n'avaient pas amené ça, ça demande une analyse en soi. Parce que dans ta présentation, alors, là, ils ont ceux qui avaient des troubles psychiatriques, ils avaient entre 16 et 18 ans. Alors que dans la population, là, de la recherche, c'est un peu... Il y a des plus jeunes, mais pas forcément, ça reste toujours 16-19, c'est un peu le gros du lot de la recherche, finalement. C'est plus rare qu'il y ait des jeunes. Ouais. C'était via un partenariat, en fait, c'était avec les éducateurs et les différentes structures de l'aide sociale à l'enfance où on a été présenté, enfin pas moi, mais ceux qui avaient monté un peu la recherche avant, l'aide sociale à l'enfance pour leur présenter la recherche, les solliciter et les inviter à venir avec des situations, des jeunes qui leur posaient problème ou pas problème d'ailleurs. C'était un peu à leur initiative. C'était un peu une initiative, oui, ils demandaient. Ah oui, d'accord. Et c'était en Seine-Saint-Denis, parce que tu disais que finalement, il y avait, avec la loi une répartition un peu plus large sur le territoire, mais vous, pour les inclusions, c'était... Au départ, ça a commencé en Seine-Saint-Denis, mais oui, après, ça s'est un peu développé sur le territoire un peu plus large de Paris, quoi. Il s'est resté à Paris avec certains jeunes, justement, qui, entre guillemets, grâce ou à cause de la nouvelle loi, se sont retrouvés un peu dispatchés. Et c'était pas si facile pour eux, d'ailleurs, parce qu'ils ont passé quelques mois, voire un an à Paris, puis après, on leur dit, bah non, tu vas aller finalement au fin fond de la campagne. Et c'est pas évident pour eux, finalement, de changer, après quelques mois de vie en Seine-Saint-Denis, de se dire, bon, bah, je vais dans une famille d'accueil ou dans un foyer en pleine campagne. Pour certains, c'était très difficile. Je me souviens qu'il y en avait même un qui a fugué, qui disait, mais pour moi, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de la ville, je préfère être à Paris, c'est compliqué. Enfin, cette mesure, on comprend un peu pourquoi elle est née, mais finalement, pour certains jeunes, c'est pas si évident. Quand ils ne sont pas placés directement. Par rapport à la question qu'on se posait précédemment sur les femmes nigérianes, là, du coup, ils étaient parfaitement francophones, du coup, Non, il y en a qui parlaient un peu français, mais il y en a où c'était très difficile, donc la plupart du temps on passait par l'interprète médiateur, et même pour ceux qui parlaient assez bien français pour des questions, on va dire, pratico-pratiques et pragmatiques, des choses assez opératoires, ils répondaient en français, mais pour tout ce qui était un peu, raconter un peu l'histoire, le passé, des choses un petit peu difficiles et traumatiques, ils passaient par la langue maternelle, et assez spontanément en fait. On a la chance d'avoir un financement pour des interprètes. Ouais. Mais en même temps, c'est le cœur de la recherche. Il y a beaucoup de travail autour de l'interprète, médiateur justement. Ouais, c'était qui a une place très importante dans cette recherche.
et qui est même formé, qui a l'habitude de... C'est pas n'importe quel traducteur. C'est pas qu'un interprète, quoi. Il faisait vraiment de la médiation. Voilà. Parfois, il nous disait, c'est vrai, au pays, on fait comme ça. Enfin, il essayait vraiment de soutenir le jeune. C'était vraiment de la médiation, quoi. Le contexte culturel. Exactement. Et puis, C'était vraiment de la médiation plus de l'interprétation. Parce que justement, par rapport à la question que tu soulevais des troubles psychiatriques qui finalement, suivant la culture, donc question très classique, mais qui peuvent prendre des formes différentes, en fait, là, la Réunion, c'est un questionnement assez fréquent. Et finalement, le fait qu'il puisse y avoir des praticiens qui eux-mêmes détectent une sorte d'atypicité entre guillemets de la présentation d'un trouble, finalement, fait que par le passé, en tout cas, ils avaient tendance à orienter vers des soins psychiatriques parce qu'ils se rendaient compte que finalement, de la présentation qu'avait le patient qu'ils rencontrait, il était différent de ceux qu'ils voient habituellement. Et donc c'était intéressant d'avoir le regard de quelqu'un de la culture, en intraculturel, qui permettait finalement de prendre conscience du fait qu'on n'était pas dans un cas un peu d'envoûtement un peu classique, mais que là, il y avait quelque chose d'autre et que probablement on pouvait relever des soins psy. C'est intéressant parce que c'est la démarche un peu inverse de celle qu'on a. C'est plutôt quand le soin psy ne marche pas, qu'on se dit tiens, il y a peut-être des éléments transculturels, on va les envoyer en consultation transculturelle. Là, c'est l'inverse que tu décris. Mais là, parce que jusque-là, maintenant, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai, mais à La Réunion, il y avait il y a toujours pas mal de médecine traditionnelle, mais ce qui faisait que même dans les différents pavillons, il y avait un référent vers qui on pouvait adresser pour des soins un peu plus traditionnels. Mais c'était un référent qui avait l'avantage d'être connu et de s'assurer aussi qu'il c'est pas quelqu'un dans une secte qui était un peu un charlatan, mais qu'il avait réellement une culture des pratiques plus traditionnelles. Et maintenant, en fait, ça revient parce qu'il y a pas mal de migrations. Il y a les Comores et les Mahorais qui arrivent avec des pratiques comme ça. Alors, c'est rigolo parce qu'on en retrouve, c'est aussi le jean, c'est aussi les chétoines. Enfin, il y a toutes des choses qui sont assez proches en fait du Maghreb. Moi, j'en avais entendu parler quand c'était à Paris, plutôt chez les Maghrébins, et là ce sont un petit peu les mêmes qui reviennent, et du coup il y a une communauté assez importante où ces pratiques sont en train de renaître, en tout cas de prendre une place assez importante. Aux Comores, oui, il y en a. J'ai eu 2 patients là, comoréens, là où je suis assistante, et c'est vrai que c'est des pratiques encore très ancrées. Ils sont d'ailleurs en France depuis longtemps, mais ils me disent qu'aux Comores c'est encore très développé, quoi. Puis il y a une sorte un peu de syncrétisme, quoi. Là, notre dernière biblio des internes, il y a une des internes ici qui a fait un super topo, qui s'est renseignée sur toutes les pratiques, elle a trouvé quelques articles qui décrivaient vraiment une espèce de codification comme ça, de description finalement de tableaux, nous on considérait que psy, mais avec la lecture, la grille de lecture mahoraise. Si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer son PowerPoint parce que ça. C'était passionnant. Bon, très bien, on va s'arrêter là.